Et si je vous disais que ce n'est pas la vieillesse qui détruit vos genoux, mais ce que vous faites en pensant bien faire, que la prochaine douleur pourrait ne plus jamais repartir, simplement parce que personne ne vous a dit la vérité? Je suis médecin, retraité certes, mais je n'ai jamais cessé d'observer, d'écouter, d'apprendre. Et aujourd'hui, j'ai décidé de parler. Pas pour faire la leçon, mais pour transmettre. Car il m'est arrivé quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Quelque chose qui a bouleversé ma vie et remis en question tout ce que je pensais savoir sur la vieillesse, la douleur et la dignité. Je vais vous dire une chose que personne ne veut entendre. Et pourtant, il faut l'entendre. Ce qui fait le plus peur quand on vieillit, ce n'est pas de perdre ses cheveux. Ce n'est pas d'avoir la peau flétrie ou les rides qui s'installent. Non. Ce qui effraie vraiment, profondément, c'est le jour où le corps ne répond plus. Le jour où vous posez le pied au sol et qu'il s'effondre. Le jour où une douleur vous cloue, sans prévenir, sans pitié. Le jour où vous sentez que vous n'êtes plus autonome. Je me prénomme Henri Lemoine, j'ai 69 ans. J'ai été médecin pendant plus de 40 ans. J'ai formé des internes, j'ai conseillé des familles entières, j'ai soulagé des douleurs chroniques et j'ai vu, de mes propres yeux, des centaines de patients lutter pour conserver un minimum de mobilité. Je croyais comprendre. Jusqu'au jour où c'est arrivé à moi. Ce matin-là, à Lyon, au cœur d'un hiver calme, je me suis levé comme d'habitude pour aller faire mes exercices de respiration au parc. Il était 5h07. Je m'en souviens avec une précision presque chirurgicale. J'ai écarté les draps, posé mes 2 pieds au sol, et j'ai hurlé. Une douleur fulgurante, comme un pieu enfoncé dans le genou gauche. La jambe s'est dérobée. Je me suis effondré, seul, nu, tremblant, sur le parquet froid de ma chambre. Impossible de me relever. Impossible de plier, de tendre, de faire quoi que ce soit. Je suis resté là, silencieux, le front collé au mur, transpirant comme un animal pris au piège. J'ai failli appeler ma femme, mais je n'ai pas pu. Trop de honte, trop d'orgueil. Je suis médecin, pensais-je. Comment ai-je pu en arriver là? Ce matin-là, je n'ai pas ouvert mon cabinet. Je n'ai pas répondu aux messages de mes anciens élèves. Je suis resté couché sur le canapé, une serviette chaude sur le genou, une boîte d'anti-inflammatoire dans la main, la peur dans le ventre. La peur de ne plus marcher. Pas dans 2 ans. Pas dans 5. Dès maintenant. Vous savez ce que j'ai ressenti? Pas seulement la douleur. J'ai ressenti quelque chose de bien plus corrosif. L'humiliation. L'idée que tout ce que j'avais bâti, ma liberté, ma compétence, ma capacité à me mouvoir, pouvait disparaître en un claquement de doigts. Que je n'étais plus un homme, mais un fardeau potentiel. Le lendemain, mon fils m'a accompagné à l'hôpital. Radio, IRM. Verdict, arthrose du genou gauche, stade 2, avec épanchement articulaire et œdème osseux sous-chondral. Le rhumatologue m'a regardé avec cette compassion triste que je connais si bien. Il va falloir penser à une prothèse, docteur, ou apprendre à vivre avec la douleur. Moi, vivre avec la douleur. Moi qui disais toujours à mes patients qu'il y avait toujours une solution, j'ai souri, j'ai hoché la tête. Et à l'intérieur, j'ai senti une déchirure. Non, ce n'était pas possible. J'avais vu trop de cas se redresser, trop de seniors retrouver leur autonomie avec de la rigueur et de la méthode. Je ne voulais pas être l'exception qui échoue. Et pourtant, les jours suivants ont été un enfer. Chaque escalier est devenu un sommet à gravir. Chaque nuit un supplice. À chaque changement de position, le genou me lançait comme une lame froide. J'ai commencé à décliner les invitations. J'ai cessé d'écrire. Je n'ouvrais plus mes livres. J'avais perdu ce qui me tenait debout, la passion. Et puis, un soir, une nuit de janvier, j'étais là, dans l'obscurité, le genou en feu, le cœur lourd. Et je l'ai regardée. Ma femme, elle dormait paisiblement. La lumière de la veilleuse dessinait sur son visage les années que nous avions partagées. Et je me suis dit, si un jour je ne peux plus marcher, qui va s'occuper d'elle? Et moi, qui vais-je devenir? Un vieil homme qu'on pousse dans un fauteuil? Un silence de plus dans la maison? C'est ce soir-là que j'ai compris que je devais me battre. Pas par orgueil, par amour, par respect pour elle, pour moi, enfants, pour mes élèves. J'ai rallumé la lampe. J'ai saisi un vieux carnet, jauni, rempli de notes cliniques, de plantes médicinales, d'exercices oubliés. Et j'ai écrit cette phrase comme un serment. L'arthrose n'est pas une fatalité, c'est un message, un signal d'alerte.
Ce que j'ai appris depuis ce jour, je vais vous le partager, pas en un bloc, mais pas à pas, comme un homme qui réapprend à marcher. Je vais vous parler des erreurs que j'ai faites, des gestes que j'ai modifiés, des aliments que j'ai intégrés, des rituels que j'ai adoptés, des méthodes que j'ai testées sur moi-même. Il y a eu des échecs, oui, mais aussi des victoires. Et je suis encore debout. C'est la preuve que ce chemin existe. Alors si vous aussi, vous avez peur, si vous sentez que votre corps vous échappe, si vous pensez que c'est l'âge ou c'est normal, je vous le dis, non. Ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Et si ces mots vous parlent, si vous reconnaissez une part de vous-même dans ce récit, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ce simple geste est une façon de me dire que je ne parle pas dans le vide, que quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre ce que j'ai à dire. Cela m'aidera à continuer à aller au bout de cette série de vidéos qui, je l'espère, changeront quelques vies. Une au moins. Avant de vous laisser, j'aimerais vous poser une question. Une question simple, mais qui dit tout. Selon vous, qu'est-ce qui détruit nos genoux le plus rapidement? A. Les années qui passent. B. Les habitudes que l'on répète sans s'en rendre compte. Répondez dans les commentaires A ou B. Je lirai chaque réponse. Et dans la prochaine vidéo, je vous dirai ce que moi, médecin retraité, j'ai compris le jour où je n'ai pas pu me lever. S'il y a bien une chose que j'ai comprise trop tard, c'est que les douleurs chroniques, les articulations abîmées, l'arthrose, ne tombent pas du ciel. Ce ne sont pas des fatalités célestes qu'on subit avec résignation. Non. Ce sont souvent des conséquences logiques, des résultats silencieux de gestes anodins répétés chaque jour, sans qu'on s'en rende compte. Et c'est ce qui me pousse à parler aujourd'hui. Vous montrer qu'il ne s'agit pas seulement d'âge ou de génétique, mais surtout d'habitudes qu'on peut changer. Quand mon genou gauche s'est effondré ce matin-là, j'ai d'abord cherché des causes médicales. Scanner, IRM, historique familial. J'ai même pensé au climat. Mais en relisant mes notes, en revivant mes journées, j'ai compris. J'étais en train de saboter moi-même mes genoux sans le savoir, à travers des gestes que je croyais banals, parfois même bons pour la santé. Prenons un exemple que beaucoup reconnaîtront. Pendant des années, j'ai eu le réflexe de m'agenouiller pour nettoyer sous un meuble, de m'accroupir pour ranger des affaires dans un placard bas, de rester dans cette position pour jardiner, trier, plier le linge. Cela me semblait naturel, plus pratique que de me pencher 20 fois. Mais personne ne m'avait dit qu'en position accroupie ou à genoux, le genou supporte 3 fois le poids du corps. 3 fois. Imaginez. Un genou usé par le temps, avec du cartilage déjà affiné, compressé encore davantage jour après jour. Je me croyais agile. J'étais en train de limer mes genoux vivants. Un autre piège, plus insidieux encore, c'est le repos prolongé par peur de la douleur. Lors de mes premières crises, je me suis dit que je devais ménager mon articulation. J'ai réduit mes sorties. J'ai cessé mes promenades. Je suis resté assis, parfois allongé, pensant que laisser le genou tranquille était la meilleure façon de l'épargner. Ce fut une erreur terrible, car un genou qui ne bouge plus se fige. Le liquide synovial qui lubrifie l'articulation cesse d'être produit en quantité suffisante. Les muscles autour du genou s'affaiblissent, et au moindre mouvement, la douleur est encore plus vive. Le cercle vicieux commence. Plus on évite le mouvement, plus il devient douloureux. Je me souviens aussi de cette illusion dangereuse que j'avais entretenue. Croire que monter les escaliers chaque jour était forcément un bon exercice. C'est vrai dans l'idée. Mais dans les faits, j'avais l'habitude de monter les marches d'un seul tenant, sans main courante, en appuyant inconsciemment tout mon poids sur la jambe la plus forte, toujours la gauche. Et je faisais de grandes enjambées, comme pour m'entraîner. Résultat, une sollicitation déséquilibrée, un appui excessif, un effort mal réparti. Un matin, j'ai mal évalué une marche. Faux mouvement. La douleur a jailli. Le genou s'est mis à gonfler le lendemain. C'est pas l'escalier qui est dangereux. C'est la manière de le gravir. Et puis, il y a les chaussures, ce détail qu'on croit superficiel. Pendant des années, j'ai marché chez moi pieds nus ou avec de simples chaussons plats. Je trouvais ça confortable, plus naturel. Mais ce que j'ignorais, c'est que la plante des pieds est un amortisseur. Et sans semelle adaptée, chaque pas résonne comme un coup de marteau dans l'articulation du genou. C'est un collègue, plus jeune que moi, qui m'a regardé un jour et m'a dit «
Henri, si tu avais un amortisseur usé sur ta voiture, tu le changerais. Pourquoi pas pour ton pied? Ce jour-là, j'ai acheté mes premières chaussures orthopédiques avec semelles souples et soutien plantaire. Et dès la première semaine, j'ai senti la différence. Moins de vibrations, plus de stabilité et moins de fatigue en fin de journée. Mais le pire, le plus sournois, c'est la facilité avec laquelle j'ai avalé mes antidouleurs. Je savais tous les effets secondaires. L'acidité gastrique, le stress hépatique, la fatigue des reins. Je l'enseignais même à mes étudiants. Et pourtant, quand la nuit tombait, que la douleur montait, que l'idée de ne pas dormir devenait insupportable, je cédais. Un comprimé. Puis un autre, 2 jours plus tard. Et au bout d'un moment, ce n'était plus un secours, c'était une dépendance. Et surtout, c'était une illusion, car la douleur disparaissait. Oui, mais je continuais à abîmer mon genou sans m'en rendre compte. Un jour, j'ai tenté de marcher plus longtemps, pensant que tout allait mieux. Le soir même, je n'arrivais plus à monter les marches. Pourquoi? Parce que la douleur a été masquée, pas guérie. Toutes ces erreurs, je ne les ai pas comprises d'un seul coup. Il m'a fallu du recul, de la lucidité et aussi une dose d'humilité. Mais aujourd'hui, je les regarde en face. Et si je vous les partage ici, ce n'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous permettre d'agir, car chacune de ces erreurs est corrigeable. Chacune. Il n'est jamais trop tard pour changer une habitude. Il suffit parfois d'un coussin sous le genou, d'une pause de 5 minutes pour étirer ses jambes, d'une main posée sur une rampe ou d'une bonne paire de chaussures. La maladie, souvent, ne commence pas dans les organes. Elle commence dans nos gestes inconscients. Ce que nous répétons sans y penser forge notre corps. Et dans le cas des genoux, ces charnières si précieuses de notre autonomie, il n'y a pas de place pour la négligence routinière. Je suis médecin. Mais aujourd'hui, je suis aussi un vieil homme qui a dû tout réapprendre. Marcher lentement, se relever avec conscience, écouter son propre corps. Et j'aimerais que vous n'attendiez pas, comme moi, que la douleur vous parle si fort qu'elle vous fasse tomber. Je vous invite à observer votre quotidien, à repenser vos gestes, non pas dans la peur, mais dans l'intelligence. La prévention n'est pas un luxe, c'est un acte d'amour envers soi-même. Et c'est souvent là que commence la guérison. Si j'ai appris une chose essentielle au fil des décennies, c'est que le corps humain est à la fois fragile et incroyablement résilient. Mais il ne guérit ni par magie, ni par hasard. Il guérit quand on lui en donne les moyens. Quand on ne se contente plus d'attendre, mais qu'on s'implique. Quand on devient acteur de sa propre reconstruction. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que je vais vous raconter. Après l'effondrement, après le diagnostic d'arthrose avancée, après les semaines d'errance entre douleur et doute, j'ai compris une vérité que je connaissais théoriquement, mais que je n'avais jamais intégrée aussi intimement. Le genou, comme tout dans la vie, se régénère par 3 leviers fondamentaux. Le mouvement juste, l'alimentation ciblée et l'intelligence des remèdes anciens. Et ces 3 piliers ne sont pas réservés aux jeunes. Ils sont au contraire les outils les plus puissants pour ceux qui, comme moi, avancent en âge et refusent de finir leur vie assis. J'ai commencé par le plus évident, le plus simple en apparence. Bouger. Mais pas n'importe comment. Pas de longues promenades à tout prix. Pas d'efforts héroïques. J'ai appris à écouter mes limites et à poser un cadre. Chaque matin, avant même de poser le pied au sol, je m'asseyais au bord du lit et je mobilisais doucement mes jambes. Juste plier, déplier. Sentir la résistance, respirer avec. Puis je passais à des mouvements plus précis, plus structurés. Des exercices que je faisais sur une chaise, dos droit, genou à angle droit. Je tendais une jambe, contractais la cuisse, maintenais 5 secondes, relâchais. 10 fois. Puis je changeais de jambe. C'est simple? Oui. Mais c'est dans cette simplicité que réside la puissance. Ce travail de renforcement ciblé des muscles autour du genou, surtout les quadriceps, a été une révélation. Chaque jour, je reprenais un peu de stabilité. Moins de craquements, moins de peur à chaque pas, moins cette sensation de fragilité permanente. Le mouvement, ce n'est pas juste pour se déplacer. C'est un message qu'on envoie au corps. Je suis encore là. Je te fais confiance. Allons-y ensemble. Mais le mouvement seul ne suffit pas. Le deuxième levier que j'ai redécouvert, c'est la nourriture comme soin. Pas comme compensation, pas comme habitude, comme véritable allié thérapeutique.
Je me suis assis à ma table un matin et j'ai repensé à toutes les fois où j'avais mangé sans réfléchir. Trop sucré, trop salé, trop transformé. Et j'ai décidé de faire du contenu de mon assiette un acte médical. J'ai intégré des aliments simples, précis mais puissants. Des poissons gras, sardines, maquereaux, saumons, riches en oméga 3, ces acides gras qui apaisent l'inflammation silencieuse. J'ai arrêté de les frire. Je les cuisais à la vapeur ou au four avec des herbes fraîches. Et peu à peu, ma digestion s'est allégée, mon sommeil s'est amélioré, et fait surprenant, mes douleurs nocturnes ont diminué. Pas parce que j'avais pris un médicament, parce que j'avais nourri mon corps de la manière qu'il attendait. J'ai aussi introduit le soja, pas en excès, pas sous forme ultra transformée, juste du tofu nature, du lait de soja sans sucre, quelques graines de soja germées. Ce n'est pas un miracle en soi. Mais j'ai lu des études japonaises sur les isoflavones végétales et leur effet bénéfique sur les articulations vieillissantes. Et mon expérience l'a confirmé. Après quelques semaines, mes articulations semblaient moins raides au lever. Mon corps me paraissait plus huilé, plus fluide. Et puis, il y a les oléagineux, les noix, les amandes, je n'en mangeais jamais. Je croyais que c'était pour les sportifs. Aujourd'hui, c'est mon encas de 10 heures. Une poignée, pas plus. Mais dans cette poignée, je trouve du magnésium, de la vitamine E, des acides gras essentiels et surtout une satiété mentale qui m'éloigne des sucreries, des petits biscuits de fin de journée, ces pièges si doux et si traîtres. Enfin, j'ai renoué avec les légumes verts, ceux que je négligeais autrefois. Choucale, épinards, bettes, persil à profusion, cuits doucement, sans trop de sel. Ces légumes m'apportent du calcium végétal, de la vitamine K, des antioxydants. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas séduisant, mais c'est profondément réparateur. Mon genou ne s'est pas transformé en une articulation neuve, mais il a cessé de se plaindre sans raison. Il a retrouvé un rythme, une solidité. Et au cœur de tout cela, il y a un trésor oublié, presque méprisé dans notre médecine moderne, le remède ancestral, ce que nos grands-parents savaient sans avoir fait d'études. Un jour, lors d'un séjour dans un petit village des Landes, j'ai rencontré un vieil homme, droit comme un pain, qui marchait sans canne à 88 ans. Curieux, je lui ai demandé son secret. Il m'a regardé et a dit comme une évidence, « Le curcuma, docteur. » Et le gros sel. J'ai souri. Mais j'ai noté. De retour chez moi, j'ai râpé du curcuma frais, je l'ai mélangé avec du gros sel, chauffé le tout doucement à sec dans une poêle, puis j'y ai versé un filet de cognac local. J'ai enveloppé le tout dans un linge propre et je l'ai appliqué sur mon genou pendant 25 minutes. Le premier soir, je n'ai rien senti. Le deuxième, j'ai dormi sans réveil nocturne. Le cinquième, j'ai eu moins de mal à me lever. Le septième, j'ai cessé de douter. Pas de miracle, mais une action réelle, tangible, enracinée dans l'expérience. Je suis médecin et j'ai passé ma vie à jongler entre science et humanité. Aujourd'hui, je crois que les deux se rejoignent dans ce que j'ai vécu. Le mouvement juste, l'alimentation attentive et la mémoire des anciens. Ce trio-là n'est pas une alternative à la médecine. Il est son prolongement naturel, surtout pour nous, les gens de plus de 60 ans. Il ne s'agit pas de tout guérir. Il s'agit de se rendre la main, pas à pas. Et je vous le dis avec une conviction que seule la douleur rend possible. Si j'ai pu remarcher sans peur, sans pilule, sans canne, c'est pas parce que j'ai été fort, c'est parce que j'ai été fidèle. Fidèle à un rythme, fidèle à un engagement, fidèle à moi-même. Vous le pouvez aussi. Commencez petit, mais commencez. Le corps, même vieux, reconnaît les gestes sincères. Après avoir passé 40 ans à écouter les douleurs des autres, il m'a fallu attendre de devenir moi-même le patient pour comprendre à quel point certaines pratiques simples, presque banales, peuvent transformer le quotidien. Ce que je vais vous confier ici, je ne l'ai pas appris dans les amphithéâtres de la faculté de médecine, ni dans les congrès. Je l'ai découvert dans la solitude de mes nuits blanches, dans le silence de mes douleurs et dans l'humilité de ma rééducation. Quand on souffre d'arthrose, surtout au niveau du genou, la tentation est grande de se tourner vers des solutions rapides, radicales. Une injection, une pilule, un acte chirurgical. Mais le soulagement de surface cache souvent un affaiblissement plus profond. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il existe un moyen plus doux, plus respectueux du corps, plus enraciné dans le bon sens ancien, la chaleur.
Oui, la chaleur. Non pas celle d'un bain trop chaud pris au hasard, ni celle d'un coussin électrique utilisé sans mesure. Je parle de la chaleur ciblée, réfléchie, régulière, qui dialogue avec le corps, qui le réveille, qui le rassure, et surtout qui permet à une articulation figée, douloureuse, de retrouver souplesse et fluidité. Pendant des années, j'ai sous-estimé cette approche. Je la trouvais vieillotte. Mais c'est elle qui m'a remis sur pied, littéralement. Chaque soir, avant de me coucher, j'ai instauré un rituel. Rien de spectaculaire. Une bassine, une serviette, de l'eau chaude à 60 degrés, pas plus. Je trempais la serviette, je l'essorais juste assez pour éviter les gouttes, et je l'appliquais sur mon genou pendant 15 à 20 minutes. La première fois, je n'ai ressenti qu'un apaisement passager. Mais au fil des jours, quelque chose s'est modifié. Moins de raideur au réveil, moins de crispation pendant la nuit. Mon corps réapprenait à se détendre, à relâcher la peur ancrée dans chaque fibre musculaire. Il ne s'agissait pas seulement de soulager la douleur, mais de rétablir une forme de communication entre le corps et l'esprit. Chaque soir, cette chaleur devenait un message. Tu es en sécurité. Tu n'as pas besoin de contracter, de résister. Tu peux t'ouvrir. J'ai ensuite approfondi cette approche grâce à une rencontre. Un vieil homme, dans un village près de Digne-les-Bains, m'a appris à utiliser la vapeur des plantes. Il avait 82 ans, marchait droit, n'avait jamais été hospitalisé. Il me montra son secret. De l'armoise, quelques feuilles de laurier, une pincée de gros sel, le tout dans une marmite. On laisse bouillir. Puis, on s'assoit, genoux tendus au-dessus de la vapeur, recouvert d'une grande serviette pour ne pas perdre la chaleur. Je l'ai fait 2 fois par semaine le lundi et le jeudi, comme lui. Et là encore, quelque chose d'étrange s'est produit. Non seulement la douleur s'estompe, mais l'articulation semble se réchauffer de l'intérieur, comme si la vie revenait en elle. L'odeur des plantes, le bruit de l'eau qui bout, la sensation d'un enveloppement naturel. Tout cela participe d'un processus de guérison qui dépasse le simple aspect physique. C'est un acte de soin intégral, un moment de présence à soi. Mais la pratique qui a sans doute le plus bouleversé mes nuits, c'est le bain de pied. Pendant longtemps, je l'ai considéré comme un rituel pour les nostalgiques. Mais quand j'ai commencé à souffrir d'insomnie à cause des douleurs articulaires, je me suis souvenu d'un de mes anciens patients, un berger des Hautes-Alpes, qui me disait toujours « Quand tu as mal aux genoux, commence par soigner tes pieds. » J'ai souri à l'époque. Aujourd'hui, je le remercie silencieusement à chaque fois que je plonge mes pieds dans une bassine d'eau tiède, enrichie de quelques tranches de gingembre frais, d'un peu de sel de mer, parfois de pelures d'agrumes séchées. Ce n'est pas un miracle, mais c'est une méthode, c'est une attention, un apaisement qui remonte le long des jambes, qui détend le bassin, qui relâche la colonne. C'est comme si tout le corps recevait le signal que la journée est finie, que la vigilance peut tomber, que la régénération peut commencer. Les nuits sont devenues plus paisibles, et au réveil, je sentais mes genoux plus disponibles, plus vivants. Il ne faut pas se méprendre. Ces pratiques ne remplacent pas un diagnostic ni un traitement adapté, mais elles accompagnent, soutiennent, préparent le terrain. Elles font ce que ni un médicament, ni une opération ne peut faire à elles seules. Elles restaurent la confiance entre nous et notre propre corps. Je suis médecin, et aujourd'hui, je suis aussi un vieil homme qui a traversé la peur de l'immobilité. Je ne cherche plus des solutions éclatantes. Je cherche la continuité, la stabilité, l'équilibre. Et c'est dans la chaleur que je l'ai trouvée. Une chaleur humble, ancienne, bienveillante. Une chaleur qui n'a pas besoin de parler fort pour faire du bien. Si vous vivez avec la douleur, si vous avez peur de ce que vos genoux vous réservent dans les mois à venir, je vous en prie, ne sous-estimez pas la chaleur. Elle est simple, elle est accessible, elle est là, et elle vous tend la main comme elle me l'a tendue à moi. Prenez-la, accordez-lui une semaine, et laissez votre corps vous montrer ce dont il est encore capable, malgré les années, malgré les diagnostics, malgré la fatigue. Parce qu'en vérité, tant que le sang circule, tant que la peau respire, tant que le cœur espère, rien n'est irréversible. Pendant longtemps, j'ai oublié que la douleur ne se soigne pas uniquement avec des médicaments ou des traitements. La douleur, surtout celle qui s'installe, qui persiste, qui se loge dans un genou, un dos, une hanche, est aussi une affaire d'émotion, de mémoire,
de solitude parfois. J'ai mis des années à comprendre que ce n'est pas seulement le corps qui flanche, mais aussi ce qu'il y a autour. Nos repères, nos liens, notre confiance. Je voudrais vous raconter une histoire. Ce n'est pas la mienne, mais elle m'a bouleversé, et je crois qu'elle vous parlera. Il s'agit de Jean, un ami de longue date, un confrère. Nous étions dans la même promotion à la faculté de médecine, il y a plus de 40 ans. Jean était un homme droit, passionné, rigoureux, un de ces médecins de campagne comme il n'en existe presque plus. Il avait continué à exercer dans un petit village près de Clermont-Ferrand, tandis que moi, je restais à Lyon. On se perdait un peu de vue, mais on s'appelait de temps en temps. Toujours ce même ton, cette voix vive, énergique, jusqu'à ce jour où c'est sa femme qui m'a téléphoné. Elle m'a dit « Henri, je ne le reconnais plus. Il a mal au genou depuis des mois. Les médecins lui parlent d'une prothèse. Il refuse, il ne sort plus de la chambre, il ne mange presque plus, il ne parle plus. J'ai senti le silence au bout du fil. Un silence lourd, plein de fatigue, de détresse. Alors j'ai pris le train le lendemain. Quand je suis arrivé chez lui, j'ai eu du mal à cacher mon émotion. Jean était méconnaissable. Amaigri, le regard éteint, recroquevillé dans un fauteuil, un plaid sur les jambes. Autour de lui, des tubes de pommade, des boîtes de médicaments entamées, un déambulateur jamais utilisé. Je me suis assis près de lui. Il m'a regardé et il m'a dit d'une voix presque inaudible « Je crois que j'ai raté ma sortie, Henri. Je ne suis plus bon à rien. » Ce n'était pas la douleur qui l'avait brisé, c'était la perte du sens. Ce qu'il ne supportait pas, ce n'était pas l'arthrose, ni la chirurgie envisagée. C'était l'idée de devenir un poids, l'idée de ne plus pouvoir être utile, aimé pour ce qu'il était, mais seulement toléré dans sa faiblesse. C'était le regard qu'il croyait lire dans les yeux des autres, et surtout dans ceux de sa petite fille, Léa, 5 ans, qu'il adorait. Et c'est justement elle qui, sans le savoir, a provoqué un bouleversement. Un soir, alors que j'étais encore là, elle est entrée dans la pièce avec un dessin. Elle l'avait fait à l'école. Dessin naïf aux couleurs franches. On y voyait un homme qui tenait la main d'une petite fille. Ils étaient au parc. Il y avait des arbres, une balançoire, un soleil disproportionné. Elle l'a posé sur les genoux de son grand-père et elle lui a dit « Tu te souviens, papy, quand on allait au parc tous les dimanches? Tu vas mieux bientôt, hein? Parce que moi, je veux encore courir avec toi. » Jean n'a rien répondu, mais ses yeux se sont remplis de larmes. Il a serré le dessin contre lui. Et dans ce silence-là, j'ai su quelque chose venait de changer. Le lendemain matin, il m'a dit « Je veux réessayer. Dis-moi par où commencer. » Et alors, doucement, avec patience, on a repris les bases. Massage léger, respiration, mobilisation progressive. Il notait tout, chaque sensation, chaque progrès. Il avait trouvé un but, un visage, un lien plus fort que la douleur. Ce que la médecine seule n'avait pas pu déclencher, l'amour d'une enfant l'avait fait. Une motivation intime, irréductible, qui ne venait pas d'un médecin, ni d'une injonction extérieure, mais d'un désir profond d'exister à nouveau pour quelqu'un. 3 mois plus tard, Jean m'a envoyé une vidéo. Il marchait dans son jardin, sans canne, sans boiter. Léa courait devant lui et lui lentement la suivait. Il souriait. Et je peux vous dire, en tant que médecin, aucune rééducation ne réussit sans cette force-là. La force du lien. À partir de là, j'ai regardé autrement mes propres douleurs. Moi aussi, j'avais parfois perdu le goût de me battre. Mais cette histoire m'a rappelé qu'un corps ne se relève pas seul. Il se relève pour quelqu'un, pour un projet, pour une promesse. La guérison ne commence pas toujours par un traitement. Elle commence souvent par une image mentale, celle d'un moment qu'on veut revivre, d'un lieu qu'on veut rejoindre, d'une personne qu'on ne veut pas quitter. C'est cette image qui nous pousse à faire un pas de plus, à sortir du lit, à étirer un genou raide, à recommencer. Je suis médecin, mais je suis aussi un homme, un grand-père. Et je vous le dis, si vous avez mal, si vous êtes fatigué, si vous ne voyez plus pourquoi vous devriez vous lever demain, pensez à cette personne qui attend encore quelque chose de vous, même si elle ne vous le dit pas, même si elle ne le sait pas. Quelqu'un, quelque part, a besoin de vous debout. Et si vous n'avez personne, alors commencez par vous. Commencez par vous offrir cette dignité, cette liberté, cette vie que vous méritez, même avec vos douleurs, même avec vos limites. Parce que la souffrance isole, oui, mais la volonté de vivre reconnecte.
Ne sous-estimez jamais la puissance d'un geste d'affection, d'un mot doux, d'un souvenir heureux. C'est parfois tout ce qu'il faut pour rallumer une lumière intérieure. Et une fois qu'elle brille à nouveau, croyez-moi, le chemin du corps suit celui du cœur. Ce jour-là, j'ai compris que la médecine la plus efficace n'est pas toujours celle qu'on prescrit. C'est celle qui réveille l'élan de vivre. Et cela, aucun médicament ne le remplace. La vieillesse n'est pas une condamnation. Elle est une transition. Un passage vers un rythme différent, une profondeur nouvelle, une relation plus fine à soi-même, à son corps, à ce qu'on veut laisser derrière. Pendant longtemps, je l'ai nié. J'ai cru qu'en tant que médecin, je pourrais échapper aux lois naturelles du temps. Mais un jour, comme vous le savez maintenant, mon propre genou m'a rappelé que nul n'est invincible. J'ai connu la douleur physique, bien sûr, mais aussi cette autre douleur, plus sourde, plus sournoise, celle du doute, du vide, de la peur de devenir inutile, de ne plus être celui qui soigne, mais celui qu'on soigne. Et c'est dans ce moment fragile que quelque chose s'est inversé. J'ai compris que je pouvais encore être utile autrement, en parlant, en racontant, en transmettant ce que l'expérience m'a appris, ce que les erreurs m'ont enseigné, ce que la vie m'a offert, parfois avec rudesse. Cette série de vidéos, ces récits intimes et ces conseils n'ont qu'un seul but: vous rappeler que tout n'est pas fini, que même si vous souffrez, même si vous marchez moins bien, même si vous avez l'impression d'avoir perdu une part de votre vie, vous pouvez encore construire du sens, du lien, de la force. J'ai partagé avec vous des gestes simples mais puissants. La chaleur pour détendre, le mouvement pour libérer, l'alimentation pour nourrir, l'attention aux petites erreurs pour prévenir, et par-dessus tout, la présence humaine pour guérir de l'intérieur. Ce ne sont pas des recettes miracles. Ce sont des invitations à reprendre doucement le contrôle de votre corps, de votre mental et de votre quotidien. Trop souvent, on nous dit que vieillir, c'est apprendre à renoncer. Mais non. Vieillir, c'est apprendre à choisir ce qu'on veut garder, ce qu'on veut transformer, ce qu'on veut encore transmettre. Et cela demande du courage, oui, mais cela donne aussi une liberté immense, la liberté de ne plus vivre selon les apparences, mais selon l'essentiel. Aujourd'hui, je vis avec mon âge, pas contre lui. Je ne cherche plus à courir, mais à marcher avec dignité. À chaque pas, je me dis que c'est un privilège. Chaque douleur surmontée est une victoire silencieuse. Et chaque message de votre part me prouve que ce que je fais ici n'est pas inutile. Car oui, je suis un vieux médecin. Mais je suis encore là. Je m'assois chaque jour devant cet écran pour écrire, pour enregistrer, pour répondre aux commentaires. Je n'ai pas de sponsor, pas de publicité, pas de grands médias derrière moi. Seulement cette conviction qu'une parole vraie, quand elle vient du cœur, peut en toucher d'autres. Et si vous êtes encore là à lire ces lignes, alors permettez-moi de vous poser une simple question, presque intime. Selon vous, qu'est-ce qui vous aide le plus à vous sentir vivant chaque jour? A. Le fait de bouger un peu, même lentement. B. Le fait de sentir qu'on est utile à quelqu'un. Répondez dans les commentaires avec la lettre A ou B. Partagez votre point de vue, car votre expérience peut en inspirer d'autres. On apprend toujours plus les uns des autres que dans les livres. Et si vous pensez que ce contenu mérite d'exister, qu'il peut aider un parent, un voisin, un inconnu même, alors je vous invite, avec tout le respect du monde, à vous abonner à cette chaîne. Cela ne vous coûte rien, mais pour moi, c'est une force. Et si vous souhaitez aller plus loin, si vous en avez les moyens, je vous laisse un lien pour faire un petit don, même symbolique. Cela m'aidera à continuer, à financer les outils pour enregistrer, à rester motivé malgré l'âge, la fatigue et les douleurs qui reviennent parfois. Parce que je crois encore qu'à tout âge, on peut faire du bien autour de soi. Et que transmettre, c'est une manière de rester vivant. Merci d'avoir été là, merci d'exister. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de sagesse, d'humanité et d'espoir.